est une fille. Ma princesse, ma beauté, ma douceur, ma colombe, ma déesse, ma petite puce, ma poupette, Fifi, ma petite crotte, ma petite vérole, pisseuse, chieuse, emmerdeuse, diva, péronnelle, bécasse, blondasse, bonasse, grosse chaudasse, sale chienne, salope, putain, sac à sperme, suceuse, sale pute, guine, grognasse, pétasse, grande gueule, hystérique, bourgeoise, mal baisée, sorcière, vieille garce, vieille momie, vieille dégueulasse, cougar, mère maquerelle, sale mégère, tu ressembles à ta mère. Sympa. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Judith, j'ai 52 ans et je suis ménopausée. Alors là, normalement, il aurait dû y avoir un coup de tonnerre, peut-être même un mouvement de dégoût parmi vous. Alors je préviens, pour ceux qui auraient le cœur un peu saucible, vous pouvez sortir, parce que ça va durer 1 heure, et je vais parler que de ça, d'horribles histoires de bonnes femmes. Ça va? Vous restez? Vous avez le cœur bien accroché, ok. Donc bonsoir, je m'appelle Judith, j'ai 52 ans, je suis ménopausée et j'aime beaucoup le cinéma. J'ai un petit penchant honteux pour les films d'horreur et pour les histoires de vampires. Parce que je me suis longtemps identifiée à leur proie. J'ai été une jeune femme à la chair ferme, j'ai été une jeune femme au décolleté plongeant, à la gorge offerte, j'ai été une victime consentante, enfin plus ou moins, vidée de son sang. Mais quand ma ménopause a commencé, je me suis demandé si j'étais pas en train de devenir moi-même une sorte de vampire. Pas le prédateur, hein, mais le monstre, la paria, la presque vieille, la pas encore morte, la damnée. Et c'est vrai, comme dans les films, enfin comme les vampires, pardon, comme les vampires dans les films, je devenais invisible dans l'espace public. Je me réveillais chaque nuit. Mais comme je voyais encore clairement mon reflet dans le miroir, je me suis posé une autre question. Est-ce que j'allais prendre cher? Vous voyez ce que ça veut dire? Prendre cher? Tout le monde voit? Apparemment, tout le monde connaît l'expression, ok. Et donc, je me suis demandé si j'allais prendre cher, ce qui, dans notre société capitaliste, se traduit par est-ce que j'allais perdre de la valeur en vieillissant? Alors, pour répondre à cette question, et puis pour comprendre un peu ce qui m'arrivait, j'ai commencé à faire des recherches. Et puis là, j'ai découvert qu'il n'y avait pas vraiment de transmission sur la ménopause entre les femmes, qu'il y avait même plutôt une rivalité. Et puis j'ai découvert que la femme ménopausée, elle était toujours stigmatisée socialement, malgré un tabou soi-disant levé. Et puis j'ai compris comment cette condamnation, cette stigmatisation, elle était construite. C'est un peu des gros mots, mais c'est sur un discours médical, patriarcal, capitaliste et agiste sur la femme quinquagénaire. Ces discours, ils m'ont éjecté du marché. Celui de la bonne meuf et celui de la reproduction. Je me suis retrouvée sur un terrain inconnu, plutôt intime. Sur ce terrain, j'ai découvert que c'était plutôt important de faire alliance entre femmes. Et ce soir, j'aimerais bien vous raconter tout ce que j'ai appris. Et donc, je m'appelle Judith, j'ai 52 ans, je suis ménopausée, et je travaille dans le cinéma et dans le théâtre, à la production et à l'administration. Mais quand même, quand j'avais 32 ans, j'ai réalisé un court-métrage qui s'appelait Au loin, qui s'appelait rien à voir, qui s'appelait Je suis une fille formidable. Et ça, c'était, ouais, histoire de me convaincre en fait. Hein. Et la particularité du film, c'est que il n'y avait pas de dialogue, on entendait juste le monologue intérieur de l'héroïne. Et puis plus tard, j'ai réalisé un spectacle jeune public qui lui s'appelait Au loin. Et là, la particularité, c'est qu'il y avait
plus rien du tout, c'était muet. Tout ça pour vous dire que c'est pas évident pour moi de prendre la parole ce soir. Je ne sais pas si vous connaissez le mythe de Cassandre. Alors Cassandre, c'était une jeune mortelle dont le dieu Apollon était tombé amoureux. Pour obtenir ses faveurs, il lui donne un don, celui de pouvoir prédire l'avenir. Cassandre, refusant ses avances, il la condamne, plus personne ne croira jamais ce qu'elle dit. Eh bien ça, cette histoire-là, c'est peut-être le premier exemple de gaslighting de l'humanité. Je vois qu'il y a des connaisseurs, mais quand même, pour ceux qui ne connaissent pas, le gaslighting, c'est le fait qu'un homme met tellement en doute la parole d'une femme que celle-ci finit par ne plus croire en la valeur de ce qu'elle dit. Alors moi, pour me sentir un peu plus légitime, je vais commencer par un peu de théorie. Qu'est-ce que c'est que la ménopause ? Et j'ai absolument pas besoin de ce papier. Ah ben, la ménopause, c'est un terme qui a été inventé par Charles de Gardanne en 1821, dans son ouvrage de la ménopause ou de l'âge critique des femmes. Ça vient du grec ménaoia, menstrue, et posis, pause. Ça signifie tout simplement l'arrêt des règles, l'arrêt de la fécondité. Dès le début du XXe siècle, la définition devient obsolète, avec l'essor de la science des hormones, l'endocrinologie. En fait, dorénavant, la ménopause, ça signifie l'arrêt de la fonction ovarienne, l'arrêt de la production des hormones. Et ça s'accompagne de l'arrêt de l'ovulation, l'arrêt des règles, l'arrêt de la fécondité. Le discours sur la ménopause, il n'est marqué que par l'arrêt, à l'inverse du discours sur la puberté, qui, lui, est plein de devenir. C'est une période de transition entre l'enfance et l'adolescence, puis on va vers l'âge adulte. Est-ce que vous savez comment on nomme le début des règles, le début de la fécondité ? Je ne savais pas non plus. C'est la ménarche. Et bien moi, quand j'ai eu mes règles la première fois, ma mère ne m'a pas dit « Ma chérie, c'est merveilleux, tu es ménarchée. » Non, non. Ma mère, elle m'a dit « Ah, ma chérie, c'est merveilleux, tu es une femme. » Mais alors, qu'est-ce qu'on devient quand on n'a plus ces règles ? Le monstre dont je parlais tout à l'heure, c'est quoi le statut ? Eh bien, on est peut-être bien malade. Parce que la science, ce qu'elle dit, c'est que la femme ménopausée, elle souffre d'une carence hormonale, un manque d'hormones. Et cette carence, elle est calculée sur les mesures endocriniennes du corps fécond. Ça veut dire que le corps jeune, fertile, c'est la norme, et que le corps vieillissant et stérile, eh ben, il est anormal. En fait, il serait peut-être plus juste de parler d'évolution hormonale vers une nouvelle norme. Je ne sais pas très bien laquelle, mais ce serait plus juste. Dernière définition. Période ménopausique. Eh bien, c'est un temps qui démarre 3 ans avant la date des dernières règles et qui se poursuit 3 ans après. Durant cette période, il y a des bouleversements hormonaux et des désagréments. C'est les fameux symptômes qui nous font si peur. C'est eux. Mais toutes les femmes n'en ont pas. Mais en fait, il n'y a pas de statistiques ou très peu sur le sujet parce que ça intéresse qui ? Ce truc dégueulasse qui concerne un être humain sur 2. Je vais boire de l'eau et ajouter un peu de suspense. Insomnie, angoisse, fatigue extrême, sueur nocturne, bouffée de chaleur, baisse de la libido, irritabilité, prise de poids, augmentation de la pilosité, risque d'ostéoporose, on devient en cristal à la ménopause, douleur articulaire, fuite urinaire, sécheresse vaginale. Une vraie symphonie de l'horreur. C'est le sous-titre d'un film que j'aime beaucoup. Nosferatu, une symphonie de l'horreur.
Il a été réalisé en 1921 par Murnau et c'est la première adaptation du roman de Bram Stoker, Dracula. Cette première représentation du vampire au cinéma est absolument repoussante. Il est vieux, il est laid, il est chauve, il a les oreilles pointues, les dents pointues et les ongles pointus. Jonathan, un jeune clerc de notaire, est envoyé en Transylvanie pour conclure une affaire commerciale avec le comte Dracula. Celui-ci tombe sous le charme de Mina, la fiancée de Jonathan, dont il a vu le portrait miniature, et décide de la rejoindre à Londres. Il se fait embarquer dans un navire, dans un cercueil, contenant de la terre natale de son pays, sur laquelle il perdrait ses pouvoirs, et des rats porteurs de la peste. Durant la traversée, il se nourrit allègrement de tout l'équipage. Puis là, il y a ma scène préférée. C'est l'aube. Un navire approche. Personne ne tient la barre. Il entre lentement dans le port de Londres, amenant avec lui la maladie, la dégénérescence, la putréfaction. Mina se réveille, envahie par un pressentiment, pourvu que le destin ne s'abatte pas sur elle. Moi aussi, ma ménopause, ça a commencé comme ça. Des réveils en sursaut chaque nuit, de bonnes grosses insomnies pleines d'angoisse. J'ai l'impression quelque chose de pas rond, quelque chose tournait pas rond. Et puis mes règles ont commencé à jouer au yo-yo. Tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, tous les 2 mois, tous les 15 jours. Alors j'ai décidé d'en parler aux copines pour voir si je pouvais avoir, je sais pas, des conseils ou un peu de soutien. Et là, je suis l'inéluctable qui approche d'un peu trop près. Je suis la vieillesse. En CP, j'ai aussi été la première à avoir une punition, parce que je bavardais trop en classe. Et à la récréation, je me suis retrouvée acculée contre un mur, avec mes camarades qui m'encerclaient et se moquaient de moi. C'est vachement tôt ce qui t'arrive quand même. Moi, ma mère, elle l'a eu plus tard. Et il paraît que c'est génétique, donc je pense que je l'aurai plus tard que toi aussi. T'as déjà des bouffées de chaleur? Et t'as encore de la libido? T'as de la sécheresse vaginale? Alors non, je tiens à le dire ce soir, je ne souffre pas de sécheresse vaginale. Mais par contre, j'ai pas de réponse à mes questions. Alors je décide d'aller voir une gynécologue. Blonde, jeune, mince. Et là, je lui demande s'il est possible que je commence ma ménopause, si les troubles de mes sommeils seraient liés avec le trouble de mes règles. Et ces réponses ne sont pas du tout satisfaisantes. La ménopause, être ménopausé, c'est quand on n'a plus ses règles depuis 1 an. Mais vous m'avez l'air bien troublé. Vous devriez aller consulter un psy. Et puis elle ajoute que ce qui l'intéresse vraiment, c'est les grossesses et les accouchements. Alors j'avais plus le choix. Comme je ne pouvais plus tomber enceinte, je me suis tournée vers les magazines féminins pour trouver des réponses. Et là, ouais, j'ai eu la confirmation que mes symptômes, c'était sans doute ça, une entrée en pré-ménopause, le début de la période ménopausique. Mais ce que j'ai surtout appris, c'est que dès à présent, il était de ma responsabilité personnelle de la réussir, cette ménopause. Et pour ça, on me proposait un projet super rationnel. Tout d'abord, je devais m'accepter telle que j'étais. Mais ne pas me laisser aller, ne pas grossir, ne pas vieillir, continuer à faire envie. Je devais enfin prendre du temps pour moi, mais rester active, dynamique. Pourquoi pas l'entrepreneuriat à 50 ans? Je devais être sereine.
et éventuellement prendre des cours de yoga et de méditation pour gérer mon stress. Mais moi, je les emmerde. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais la rater, ma ménopause. Je vais devenir grosse, vieille, fainéante et acariâtre. Et non, je ne suis pas irritable, non. Je suis en colère, une bonne grosse saine colère. La première fois que ça m'est arrivé, j'étais dans ma voiture, coincée dans un embouteillage. C'est parti du ventre. C'était lent et doux. Alors j'ai pris le temps de tourner le rétroviseur pour voir la tête que ça me ferait. C'est monté tout doucement. J'avais donc 5 symptômes. Les bouffées de chaleur, les insomnies, les angoisses, les règles irrégulières et la colère. Il était peut-être temps de me tourner vers le THS. Alors THS, qu'est-ce que c'est? Thérapie des habitudes sexistes, thérapie des hypothèses scientifiques, non. THS, thérapie hormonale de substitution. Encore un peu de théorie. Dans les années 30, les scientifiques américains arrivent à mettre au point des hormones de synthèse féminines. Alors l'industrie pharmaceutique, avec celle-ci, parviennent à mettre au point un traitement hormonal. Problème, on ne sait pas à quoi ça va servir. C'est un médicament sans maladie. Et c'est con parce que ça coûtait vraiment pas cher à produire, quoi. Alors du coup, on le prescrit un peu pour tout et n'importe quoi. On le prescrit pour les troubles du cycle menstruel, on le prescrit en traitement de la ménopause, en traitement de la stérilité et pour des problèmes gynécologiques. Et puis en 1938, le laboratoire Organon, qui est un des principaux producteurs des THS, qui ne sont pas encore appelés comme ça à l'époque, trouve que commercialement, ce n'est pas très rentable. Il vaut mieux cibler un médicament, une maladie. Et ils choisissent la ménopause. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à parler de carence hormonale, d'un manque d'hormones à combler avec le traitement. Pour affermir encore leur discours, dans les années 60, le laboratoire crée une fondation et à la tête de laquelle il met un docteur, le docteur Wilson. Le docteur Wilson écrit un magnifique ouvrage qui s'appelle « Feminine Forever ». Et dans cet ouvrage, il explique que la femme ménopausée souffre d'un dysfonctionnement menaçant son essence féminine. Alors l'essence féminine, qu'est-ce que c'est? C'est la vitalité, la jeunesse, la beauté et un caractère doux et attentionné. Et donc il défend l'idée que le traitement hormonal va agir comme une pilule de jouvence, que ça va retarder les effets du vieillissement, et puis que ça va aussi libérer de certains symptômes. Et ceux du docteur Wilson, ils sont gratinés. Flétrissement de la poitrine, rides, absence, frigidité, atrophie vaginale, dépression, alcoolisme. Moi, je dis à la santé du docteur Wilson. Mais ça va si bien que... Un peu d'eau pour recommencer. Ça va si bien qu'en 1977, le mot ménopause est inscrit dans la classification mondiale des maladies de l'OMS. Et ce qui est un bête phénomène physiologique n'est pas décrit comme une condition naturelle. C'est décrit comme un dérèglement hormonal au même titre
que les problèmes de thyroïde ou que le diabète. Ce qui se passe, c'est que du coup, il y a plein de femmes qui prennent ces traitements, y compris celles qui n'ont pas de symptômes, jusqu'à ce qu'à la fin du XXe siècle, sous la pression des féministes nord-américaines, on mène des études statistiques qui démontrent clairement que les THS provoquent une augmentation des risques de cancer et d'AVC. Dorénavant, la plupart des organismes nationaux de santé recommandent de moins prescrire les THS de manière plus contrôlée, plus courte, mais tous les gynécologues n'écoutent pas. Mais certains prescrivent des thérapies plus naturelles, mais plus onéreuses. En fait, entre les crèmes anti-héroïdes, les cours de yoga, les thérapies naturelles, la ménopause, c'est un marché juteux. Aussi juteux que les petites jeunes filles qu'aime notre Dracula. En 1931, il y a une deuxième adaptation qui est réalisée par Todd Browning. Dans le film, c'est Bela Lugosi qui interprète le vampire. Et là, il est énigmatique, plutôt poète, vachement sexy. Et donc, dorénavant, au cinéma, le monstre peut être beau et riche. Alors, il y a David Bowie dans Les Prédateurs, Tom Cruise, Brad Pitt dans Entretien avec un vampire, Robert Pattinson dans Twilight, et puis surtout Gary Oldman dans le Dracula de Coppola en 1992. Et là, il apparaît sous 3 formes. Un prince, un animal et un vieillard. Et dans ce film, Mina est une sage institutrice. Pendant l'absence de son fiancé, Jonathan, elle habite chez son amie d'enfance, Lucie, qui elle est une fille plutôt riche, oisive, et qui hésite entre 3 prétendants. On se demande laquelle des deux va mourir à la fin, hein, entre la sage et celle qui hésite. Une créature sort du navire. L'orage gronde. Le vampire court à travers les rues. Dans une rue animée de Londres, le comte Dracula aborde Mina pour lui demander son chemin. Il ajoute qu'il la trouve charmante. Mina le remballe. Elle lui dit d'aller s'acheter un plan de Londres et de cesser de l'importuner. Une jeune fille belle et charmante comme vous ne devrait pas se promener dans Londres sans un gentleman à son bras. Quand j'étais petite, j'habitais à la campagne. À 12 ans, je suis venue vivre à Bruxelles. Ma chérie, évidemment que tu peux sortir. Mais je vais te demander de marcher bien au milieu du trottoir. Pas près des maisons, parce qu'on pourrait t'y entraîner, puis pas près des voitures, parce qu'on pourrait t'y emmener aussi. Dans le bus, dans le tram, tu t'assieds derrière le conducteur. Si tu vois un mec en par-dessus, tu fais gaffe, c'est peut-être un exhibitionniste. Et dans le métro, tu t'assieds dans les wagons où il y a du monde. Et s'il n'y a personne, tu t'assieds dans le wagon derrière le conducteur. J'ai très vite compris que j'étais dans un monde d'hommes, et que dehors, c'était pas ma place, que j'y étais une proie. Mais monde d'homme, c'est peut-être pas le bon terme, ce n'est même certainement pas. Le bon terme, c'est patriarcat. C'est un système d'oppression des femmes par les hommes, un système où le masculin est à la fois le supérieur et l'universel, c'est-à-dire le neutre, le référent en termes de pensée, de désir, de corps. En fait, l'homme, c'est la norme. Et ça veut dire que même avant d'être ménopausée, j'étais déjà anormale. Alors j'aimerais bien vous lire quelques synonymes du mot anormal. Avant chaque mot, vous pouvez mentalement vous dire « tu es ». Illogique, insensé,
irrationnel, déraisonnable, absurde, déséquilibré, inadapté. Ça vaut bien ça. Alors moi, j'ai décidé de m'adapter. Toute ma vie, j'ai cherché comment faire pour être une femme comme les autres. Comment faire pour moi aussi être certaine que j'aurais un homme à mon bras dans les rues de Bruxelles pour me protéger. J'ai été punk, j'ai été projectionniste, j'ai été ouvreuse, j'ai été amoureuse, j'ai été droguée, j'ai été diplômée, j'ai été serveuse, régisseuse cinéma, costumière, coordinatrice de production, jalouse, mais jamais épouse. Puis à 38 ans, j'ai eu un enfant. Et là, j'ai reçu ma première validation. L'objet que j'étais avait reçu son petit cachet. J'étais une femme. Mais moi, ce que je préférais, c'était les héros masculins. Moi, ce que je voulais être quand j'étais petite, c'était Peter Pan, Indiana Jones, Spider-Man. Parce que c'est eux, les héros. C'est à eux que le monde appartient. Que devient notre héros Jonathan? Jonathan, il est emprisonné dans le château de Dracula et il marche dans les couloirs. Il pousse une porte et entre dans une chambre octogonale aux allures de cathédrale byzantine. C'est dans le scénario. En fait, ça veut juste dire décoration orientale, quoi. Sur le sol, il y a un grand drap posé et il s'y allonge dans un état un peu rêveur. Des empreintes de pas, menus, féminins, apparaissent sur le sol et une main caresse langoureusement le corps de Jonathan qui gémit de plaisir. Les trois femmes exquises de Dracula surgissent des profondeurs du drap. La plus jeune, 15 ans à peine, lèche son ventre et ses tétons d'une langue gourmande. C'est chaud, hein? Bien sûr, Jonathan s'en sort. Il va être mordu, mais pas contaminé. Et puis, il va réussir à s'échapper du château. Moi, pour m'adapter, j'ai essayé ça aussi. Être une vampe. À Bruxelles, il y avait un cinéma qui s'appelait l'ABC. C'était un cinéma qui projetait des films porno des années 70. Entre autres, un film qui s'appelait Spermula. Les femmes vampires. Attendez le sous-titre. Les femmes vampires ne se nourrissent pas de sang. Sur la façade du cinéma, il y avait une affiche qui disait striptease de classe internationale. Toutes les 2 heures sur scène. Dans l'entrée, il y avait Martine, la caissière. Salut Martine, ça va bien aujourd'hui? Le hall, une double porte battante qui menait vers la salle. Une odeur épouvantable s'en échappait, un mélange de fluide corporel et de transpiration. À gauche, un couloir, les toilettes, dans lesquelles il y avait toujours beaucoup de monde. Il se passait des trucs louches. Une première volée d'escalier, la cabine de projection. Salut Roger, ça va? Ouais, je suis bientôt prête. Encore une volée, on arrivait au bureau de la direction. Et là, c'était une ambiance un peu américaine, store, lumière tamisée, qui venait frapper sur des étagères remplies de bobines de films. Dernière volée d'escalier, la loge. Dans la loge, il y avait un lit. Parce que striptease de classe internationale et que des femmes venaient danser de l'étranger. Puis il y avait une penderie pour s'habiller, avec quelques costumes de scène, assez légers quand même. Et puis un petit miroir pour se préparer. J'enfilais un peignoir par-dessus ma tenue. Et puis je redescendais. Bureau de la direction. Roger. Salut Roger, je suis prête. Ouais, j'y vais. Les toilettes qui étaient vides. Et puis la porte à double battant. Là, il fallait traverser la salle par l'arrière, traverser le public. Roger avait coupé le film en plein milieu de n'importe quoi. Ça pouvait être une scène assez haute, donc ça laissait les spectateurs complètement frustrés.
Un striptease, ça durait 6 minutes. 2 morceaux de musique qui duraient 3 minutes. À la fin du premier, il fallait être nu. Et je vais pas le faire, hein. J'étais nulle, hein, de toute façon, j'ai fait ça 2 semaines. Et puis j'ai réalisé qu'en fait, être une femme, pardon, c'est ce striptease qui m'a tourneboulé moi-même. Je me suis excitée moi-même, pardon. Bref, je voulais dire qu'en fait, être une vampe, être une femme fatale, c'est un récit masculin. C'est un récit qui te laisse croire que tu vas pouvoir enfin dominer les hommes par le sexe. C'est pas le cas, hein. Moi, quand j'étais sur scène, j'ai pas eu un sentiment de pouvoir. Dans les yeux, j'ai pas vu de la soumission. J'ai vu du désir, ouais, une agression potentielle. Mais je me suis raconté que c'était pop, que c'était rock, que je profitais de tout ça. Je vais descendre de ce podium. En fait, être une femme dans un monde d'hommes, c'est être sur le marché de la séduction. Et moi, j'ai eu du bol. Quelque part, c'était facile, hein, parce que j'étais plutôt mignonne et bien foutue. J'ai eu de la chance, quelque part. Mon vrai problème avec le patriarcat, c'était les autres femmes. Je les détestais toutes. Les trop sensibles, les viriles, les féminines, celles qui parlent que des mecs, celles qui ont des enfants parfaits, celles qui ont des enfants chiants, celles qui sont trop belles, celles qui jouent pas le jeu, celles qui ont l'air seules, celles qui ont l'air sales, celles qui radotent, celles qui font pitié. Moi, je fréquentais que des mecs. Il n'y avait pas plus misogyne que moi. Jusqu'à ce que je réalise qu'il n'y avait aucune raison que je méprise les femmes. Que j'aurais pu en faire des copines, des alliés. Les seules qui ont un intérêt à ce que les femmes se détestent entre elles, ce sont les hommes. Hein. Il y a une construction de la rivalité entre les femmes. Nous sommes mis en compétition, puisque nous devons être l'objet, puisque nous sommes l'objet, pardon, qui doit être choisi. Qui sera l'élu? Forcément, on dégage toutes les autres. Oui, à la ménopause, j'ai réalisé ce que j'avais raté. Une alliance de classe, la classe des femmes. Pour que ce soit un peu plus clair, je peux vous parler d'un autre système de domination qui organise la compétition, qui organise l'individualité. C'est le monde du travail. Prenez un patron qui décide de rémunérer ses employés au mérite, eh ben, ces employés vont être mis en compétition. Qui vendra le plus de photocopieurs? Chacun va se retrouver isolé, va lutter pour sa propre survie à la place de lutter collectivement. Moi, ce que je veux, c'est un monde sans système de domination, un monde sans classe sociale, sans classe du tout. Et pour que ça arrive, il faut déjà qu'on se reconnaisse en tant que classe. Et moi, je commence à reconnaître cette classe des femmes. Revenons dans le Londres du XIXe siècle. Nous en étions au moment où Dracula demande son chemin à Mina, le moment où elle le remballe. Après l'avoir rabaissée, en lui rappelant qu'une femme ne doit pas se promener seule, il la rassure en lui disant qu'il est prince. Désormais sous le charme, Mina s'excuse d'avoir été grossière et propose de l'accompagner jusqu'au cinéma qu'il recherchait. Ils voient un film ensemble, et puis Dracula entraîne Mina dans une alcôve. Il se penche sur elle, malgré ses protestations. Gentleman, il parvient à réfréner ses pulsions et ne la mord pas. Mais un loup surgit
Oui, on est au cinéma. Il y a des loups qui apparaissent comme ça. Dracula parvient à le dompter et propose à Mina de caresser la bête. Et leurs deux mains s'entremêlent dans le pelage soyeux. À 14 ans, je n'avais pas encore vu le loup. J'avais mes règles depuis 1 an, des boutons plein le front, je n'avais pas d'amoureux et je m'étais jamais masturbée. Mais pourtant, 14 ans, la pilule, quoi. Je rêvais de l'avoir. Pour être une femme libre, indépendante, prête au cas où. Puis l'autre, Judith Godrèche, elle avait déjà un mec, elle, de 40 ans. Mais on avait le même âge. Et elle avait sûrement déjà couché, elle, quoi. Merde. Donc j'ai été voir mon médecin de famille, puis je lui ai demandé une prescription. Et là, j'ai reçu ma copine Diane 35, le rêve de toutes les jeunes filles des années 80. J'ai reçu des hormones pour que la petite fille de 14 ans puisse entrer sur le marché de la sexualité. J'ai reçu des hormones parce que je n'étais pas prête à procréer. Mais je ne me souviens plus du tout si mes boutons ont disparu ou pas. En fait, la pilule, elle a une double fonction. Elle a une fonction de contrôle de la reproduction, mais elle a aussi une fonction de libération de certains symptômes du cycle menstruel. Et c'est vraiment bien pour pas mal de femmes. Mais ce que ça implique aussi, c'est une certaine normalisation des corps. Parce que ce que la société veut, ce sont des corps performants. Nos états physiologiques, ça doit rester du domaine de l'intime, ou alors du médical. J'ai arrêté la pilule à 35 ans, et à 50 ans, j'ai choisi de ne pas prendre le THS, parce que je ne voulais plus me cacher. La seule chose que le système capitaliste accepte du corps féminin, c'est qu'il soit au service de la sexualité, de la maternité et de la force de travail. Ouais, ça fait un peu... Babam. Et moi non plus, j'y croyais pas. Enfin, moi, je n'y croyais pas. Je trouvais ça trop. Je pensais qu'on avait eu des victoires. Mais en fait, oui, on est toujours bonne à baiser, bonne à procréer. Parce que si ce n'était pas le cas, il y aurait des places dans les crèches, il y aurait du travail domestique rémunéré, il y aurait des salaires égaux à ceux des hommes. Notre rôle, ça reste de fabriquer les futurs travailleurs du capital et la future chair à canon. Macron en a parlé récemment. Il a demandé aux femmes françaises de réarmer la natalité. À quoi je sers, moi? Je suis plus bonne à ça. Un des symptômes de la ménopause, c'est aussi des petits trous de mémoire que je vais résoudre en prenant mon magazine féminin. Ouais, je parlais d'utilité. Revenons à Dracula. Qui meurt alors, Mina ou Lucie, d'après vous? La sage ou la future salope? Ouais, c'est Lucie qui meurt, évidemment, quoi. Avant de mourir, elle tombe malade. Donc Dracula la viole mort, on ne sait pas très bien, pas sous la forme d'un prince, sous la forme d'un animal. Et Lucie va pas bien, du coup. Mais autour d'elle, on ne voit pas de femme. Il n'y a pas de mère, il n'y a pas de grand-mère, il n'y a pas de soignante. Non, le premier qui vient à son chevet, c'est un homme, un psychiatre. Parce qu'elle agit bizarrement, donc elle est sûrement hystérique. Et puis en fait, il se révèle qu'elle est bel et bien malade. Et donc là, c'est un médecin vieux, expert, universitaire, qui vient. Mais elle meurt. De toute façon, elle meurt. Lucie, elle ne va pas vieillir. Les combats féministes
nous a apporté la possibilité de l'avortement, et même le droit à l'avortement, l'accès à la contraception et la démédicalisation de la grossesse, de l'accouchement, pardon. Je m'en mêle. C'est la ménopause. C'est les symptômes. Aujourd'hui, ce qu'on doit obtenir, et c'est pour ça qu'on doit se battre, c'est le droit de vieillir. Je vais reprendre un petit coup de magazine féminin. Comment j'ai pu oublier? Je m'appelle Judith. J'ai 52 ans, rigolez pas. Je suis ménopausée et je vous emmerde. Je vous emmerde parce que peut-être que vous vous demandez si mon discours a de la valeur. Peut-être que vous vous demandez si je ne suis pas remplie d'amertume, pleine d'aigreur, quoi. J'aimerais bien savoir si j'ai eu une vie heureuse, si je suis heureuse, si j'ai été aimée, si j'aime encore, si j'ai une vie professionnelle riche, si j'ai des orgasmes, si j'en ai eu, si j'en ai encore, si je suis ordonnée. Eh ben, je ne vous répondrai pas. Voilà. Je ne vous répondrai pas parce qu'en fait, curieusement, à chaque fois que quelqu'un revendique, on se dit que c'est parce qu'il ne va pas bien. Et ça, c'est encore des stéréotypes du patriarcat, entre autres. Si une femme réclame, c'est qu'elle a, elle, un problème. Elle est folle, elle ne va pas bien. J'aime votre compagnie, mais ce magazine me tente de plus en plus. Oui. Moi, je me demandais aussi quelque chose, en fait. Je me demandais si parmi vous, il y aurait un homme qui me trouverait encore vachement bonne, une femme d'expérience. Un homme qui aurait peut-être envie, après la conférence, de me rassurer sur ma désirabilité, tout ça. Ben, s'il y en avait un, j'aimerais lui dire non merci, non merci. Je ne veux plus être sur un marché. Et puis j'aurais envie de lui dire aussi que ce serait chouette que lui aussi se libère de ses propres injonctions, qu'il n'est pas obligé d'être performant. Et puis j'aimerais lui dire aussi que s'il a plus de 50 ans, ben, peut-être que comme un homme sur 3, ben, il bande mou. Et comme il y a des femmes qui souffrent de sécheresse vaginale, ben, c'est pas mal. Et que c'est peut-être le moment d'essayer un autre type de sexualité qui soit pas pénétrative, qui soit pas hétéronormée, quoi. Ouais. Je m'autorise à dire ça parce que toute ma vie, j'ai joué dans leur cour. Hein. Je ne me suis jamais opposée aux hommes. Hein. J'avais trop peur de leur déplaire, d'être exclue du monde, des hommes, puis de celui des femmes aussi, quoi. Mais aujourd'hui, je suis devenue la vieille peau qui, dans les fils des magasins, se scandalise, parle, rigole, dit bonjour, ouvre sa gueule. De toute façon, comme on me dit que je suis presque vieille, mais pas encore morte, c'est le moment ou jamais. Hein. Donc voilà. Alors comment il meurt, notre Dracula? Eh bien, Dracula, dans le film de Coppola, en 92, c'est les hommes qui le tuent. Et dans la toute première adaptation, de 1921, c'est Mina qui se sacrifie et qui va garder auprès d'elle toute la nuit Dracula, le laisser sucer son sang, jusqu'à ce que le soleil se lève et vienne brûler le vampire. Cette fois-ci, je n'ai pas oublié. Je m'appelle Judith, j'ai 52 ans, je suis ménopausée et je ne suis pas invisible. Mais j'ai vécu sous le joug de domination qui, elle, était invisible. La médicalisation du corps des femmes, le patriarcat, le capitalisme, l'agisme.
c'est bien pratique d'être invisible. Parce que ce qui n'est pas nommé, on ne peut pas le combattre. Ce qui est présenté comme naturel, on ne peut pas le combattre non plus. Moi, je crois, j'espère que c'est parce que j'avais plus de sang à donner, que j'étais hors règle, que j'ai pu un peu combattre les monstres, mais en les amenant à la lumière de mon esprit. Pour préparer cette conférence, je me suis plongée dans un bouquin qui s'appelle « 40 ans de slogans féministes ». J'en ai trouvé 2 sur le sujet. Le premier, c'est « Nous sommes toutes les vieilles de demain ». Et le second, c'est « La ménopause à 18 ans ». En fait, j'avais pas compris, mais finalement, je comprends. J'aurais bien aimé un peu connaître ce que je connais aujourd'hui pour pouvoir me libérer des injonctions. J'aurais aimé, être libérée des règles, pas des miennes, mais des règles tacites. Ça aurait été bien. J'ai quand même vécu un moment, alors que j'avais encore mes règles, qui était proche de ça, de cette liberté. J'ai toujours aimé manger seule au restaurant, malgré les regards qu'on peut avoir sur une femme qui mange seule au restaurant. Et j'allais dans un restaurant que j'aimais bien parce qu'il proposait des magazines. Il mettait des magazines à disposition. Alors je prenais mon petit magazine, puis je mangeais toute seule. Et un midi, je me suis retrouvée avec 2 autres femmes, et nous n'étions que 3 dans la salle de restaurant. Elles avaient aux alentours de 70 ans, moi j'étais dans la trentaine. Et je me suis dit que c'était bien, on s'est regardés, on s'est reconnus, on s'est trouvés toutes les 3 légitimes d'être là, je crois, dans une solitude imposée ou choisie. Peut-être qu'aujourd'hui j'irai leur parler à ces femmes. Là, c'est le moment où je suis censée vous mobiliser dans une conférence gesticulée. Vous galvaniser, mais je m'en sens pas trop capable. C'est pas mon genre, quoi. Alors, je vais vous proposer de faire un peu de propagande avec moi. Parce que je considère que la ménopause, c'est un endroit de solidarité, un endroit où on peut faire alliance. Parce que je trouve aussi que mettre l'intime dans l'espace public, c'est politique. Je voudrais vous demander de prononcer avec moi, une fois, « Je suis ménopausée ». Et pour les hommes, s'ils ont un peu de courage, ils peuvent dire « Je suis andropausée ». Vous êtes d'accord? On y va? « Je suis ménopausée ». Merci. Bonsoir, je m'appelle Judith, j'ai 52 ans, je suis ménopausée et j'espère un peu plus libre. Là, normalement, il aurait dû y avoir un coup de tonnerre. Peut-être même un mouvement d'enthousiasme parmi vous. Alors, je vous préviens, pour ceux qui veulent sortir faire la révolution, la conférence est terminée. Merci. Merci à vous. Merci.